Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de cessez-le-feu en Russie peut-être. On va parler de pas mal de choses, mais surtout, je pense, de structure et d'analyse technique, puisqu'on n'est pas non plus sur énormément de news en ce moment, si tant est qu'elle soit vraiment importante. Allez, on y va pour l'intro. Alors, Bitcoin en daily, du coup, je vous ai préparé une petite charte un peu simplifiée pour montrer un petit peu les niveaux clés à redépasser bientôt. L'idée ici, c'est d'une certaine manière tenir cette zone en daily. Vous voyez que c'est plus ou moins ce qu'on est en train d'essayer de faire là avec l'ouverture actuelle de la journée qui est en train d'essayer d'englober la petite baisse finalement qu'il y a eu hier. Et également voilà les trois niveaux sur lesquels je m'attendrais soit à un rejet, soit tout simplement au fait que si ça casse, on puisse accélérer éventuellement. Si on devait donner un petit peu une temporalité à tout ça, encore une fois moi je considère que la nouvelle sur l'inflation a été plutôt bonne, c'est-à-dire que on est plutôt sur des bonnes choses et je considère que Powell pourrait vraiment prendre des gants sur le prochain FOMC, pas forcément diminuer les taux, mais en tout cas au moins prendre des gants. Le prochain FOMC, c'est la semaine prochaine. Et globalement, on voit ici pour moi les niveaux clés. Le niveau clé, bien sûr, sur cette zone-là, qui auparavant était une résistance, mais pas que. C'est-à-dire que si on y allait, par exemple, autour du 25, si on était autour des 89 000 $, je dirais même 88 800, voilà, quelque part par là, 88, un peu plus bas que ce que vous avez là, en tout cas. Légèrement plus bas que ça. Là, j'ai bien essayé de prouver l'inversion de polarité qu'il y a pu y avoir, c'est-à-dire que quelque chose qui auparavant était un support, désormais se transforme en résistance. Et en l'occurrence, vous voyez aussi également, donc niveau clé suivant, pardon, excusez-moi, autour de 98 000, parce que là, il y a une belle poche de liquidité, je pense, au-delà, mais aussi qu'on avait vu une volonté vraiment short, donc du coup, il va y avoir forcément une défense qui va se mettre en place. La question étant est-ce qu'elle va tenir ou pas. Et puis ensuite, bien sûr, les niveaux, typiquement niveau daily qui ont rejeté au niveau de la TH, d'accord ? En soi, donc 104. En soi, chacun de ces endroits présente une poche de liquidité, il faut bien le comprendre. Ici, on en a une première qui va commencer, si on y va, bientôt, c'est-à-dire à 84 000. Entre 84 et 86, vous avez une première poche. Mais globalement, au-dessus de chacun de ces niveaux, étant donné que c'est une résistance daily, c'est le principe des résistances aussi, il y a bien sûr une poche de liquidité, puisque c'est le principe des résistances. Vous avez été vendeur sur une certaine... C'est pour ça que quand vous cassez une résistance, vous avez une accélération, tout simplement parce qu'il y a short squeeze. Mais voilà, je trouve de temps en temps c'est bien un petit peu d'effacer un petit peu ce qu'on a sur la charte et de retourner à des concepts simples. Et en l'occurrence, en daily pour moi, donc sur le long terme, il faut absolument tenir la zone actuelle. Je dirais même pas les plus bas ici, je dirais vraiment accepter certes d'aller faire des mèches dessous, pourquoi pas, mais de pas perdre le niveau daily du bas ici. Sinon c'est assez facilement, vous voyez ici on est venu déjà dans cette toute petite conso là, vraiment le tout dernier pic avant de protéger la toute dernière vallée avant de protéger la vallée suivante. Et concrètement, pour moi, si on commence à perdre tout ça, c'est plutôt 60 000 qu'autre chose. Il y a un petit truc à 73 ici qui pourrait réagir, mais globalement si on commence un petit peu à rentrer dans ces zones là, déjà 70 assez facilement, et pourquoi pas 60 000 puisque on ouvre la porte un petit peu. Donc pour l'instant ce à quoi on réfléchit, c'est plus pour du trading, un retracement haussier qui serait déjà extrêmement bénéfique en termes de PNL, mais aussi pourquoi pas quelque chose qui puisse nous permettre d'avoir finalement une entrée de position et d'assez facilement être extrêmement déjà rémunérateur tout en laissant un reliquat venir chercher des éventuels retournements de structure sur lesquels pour l'instant c'est relativement insultant d'y penser, d'accord ? C'est ça un peu l'idée. Ici on voit cette distribution qui s'accélère, d'accord ? La manière de distribuer qui s'accélère pas mal. On est au contact là, donc c'est pareil, le fait de casser cette distribution peut potentiellement, si on y arrive, encore une fois c'est pas une certitude qu'on va y arriver, mais si on y arrive, si on ne rejette pas sur la distribution très agressive qui est la deuxième ici, nous ramener sur la distribution la moins agressive des deux, c'est-à-dire tout simplement celle-ci qui pour le moment a résisté par 3 fois. Voilà un peu l'idée en daily, c'est-à-dire à ce stade, je pense que réfléchir à un recoupement autour des 90 n'est pas insultant.
du tout pour la structure, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, pourquoi pas une 6, voilà, enfin, ou en tout cas retour de 4 en haut, et pourquoi pas une derrière un recoupement baissier plus bas, mais en tout cas, ici un retracement, je dirais, autour des 90 n'a absolument rien d'insultant, d'où les dernières entrées qu'on a pu faire finalement, et qui étaient en longue. Voilà, pour la partie, on va dire vraiment daily. Pour le reste, c'est à peu près la même charte que vous avez sous les yeux. Finalement, quand on regarde les choses un petit peu plus zoomées, on est entre deux poches de liquidité, une qui se situe autour des 79, qui n'est pas énorme mais qui est là, et qui est quand même relativement là, vraiment bien sûr, et une poche de liquidité, j'en ai parlé tout à l'heure, de 84 à 86. Pour le moment, en une heure, je dirais qu'il faut oublier le scope d'aller déjà sur la zone des 88-90, mais pourquoi pas. Et également, vous voyez ici qu'il y a une petite distribution dans la distribution, entre guillemets, c'est-à-dire que vous voyez ici cette distribution-là qui rejetterait plutôt sur la zone des 87, et une distribution, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui là pour le coup nous emmènerait autour du 23-25 mars, plutôt sur les 90. Donc il y a 3 distributions en fait à casser, il y a des points pivots entre ces distributions, et venir à casser déjà à minima ces deux-là nous emmène assez facilement au point pivot qui est là sans problème. Si en revanche on casse la grosse ici, voilà, pour moi c'est une cassure d'ATH assez facile. Je peux m'avancer un petit peu, et bien évidemment on fera ça au jour le jour, hein. L'idée ici c'est encore une fois de se demander jusqu'où je peux laisser courir mes runners en fonction de ce qu'il se passe tout simplement. Le trade doit être très largement rentable et très largement dérisqué ici, voire avoir pris absolument la totalité de ce qu'il doit faire si on va au 91. Derrière, on laisse un petit reliquat pour aller, pourquoi pas, chercher le top, ok ? Les reliquats sont vraiment des outils très puissants pour augmenter votre rentabilité. Il s'agit tout simplement de laisser un petit runner, aller chercher beaucoup plus haut, et en général ça fonctionne très très bien. Quand on regarde pour moi la structure en 15 minutes, alors c'est difficile d'être sûr, mais on a peut-être ici quelque chose qui a un caractère impulsif et qui serait à la cassure de cette fameuse distribution dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, difficile d'être sûr encore une fois, parce que ça peut tout à fait retester plusieurs fois, rejeter, et puis derrière revenir nous donner quelque chose de... C'est plus peut-être la fin d'une impulsion que réellement une correction, et c'est parfois... Les structures de retournement ont parfois des gueules de correction. Sous-entendu, des fois on pense que c'est impulsion, correction, impulsion supplémentaire, et en fait c'est une structure de retournement, typiquement. Donc voilà, attention à ça, il y a un petit peu de liquidité encore une fois, je serais pas étonné si on va sous 80 qu'on aille à 78. Pour le moment ça a refusé hier, d'accord, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça a bien cassé la distrib qui était là, et c'est au contact de la distribution, donc attention, c'est plutôt une zone de rejet qu'autre chose. Voilà, si ça passe, on peut se dire que peut-être on refera la même impulsion que ce qu'on a fait au départ. Sous-entendu, on va nettoyer un petit peu la charte aussi, là, parce que c'est un petit peu chargé dans tous les sens. Sous-entendu, hier, on parlait d'une éventuelle épaule, tête-épaule inversée ici dans cette zone. Vous voyez que ça a rejeté. On est en train de refaire une épaule, etc. Voilà. Donc, cette zone est très puissante et très chargée en liquidité, dorénavant. Il n'est pas sûr que le prix réussisse à aller la prendre. Vous comprenez qu'on avait un petit peu le même délire ici, d'accord, où on avait une zone qui était très chargée en liquidité également autour des 80, au-dessus des 86 finalement, et puis qu'on n'est pas, on a totalement échoué à venir la chercher, d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de fondamentales dans le lot, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont driver le prix et dont on n'a pas encore conscience, sous-entendu des news. Ethereum contre Bitcoin, absolument pas de structure de retournement ou quoi que ce soit. Voilà, on est pour le moment excessivement baissier, y compris sur le 4 heures là-dessus. On va dire que la zone est propice, maintenant difficile de dire oui ça va se retourner ou quoi, ou etc. Personnellement j'ai joué le retournement ici en prenant une position sur Ether. Et bon voilà, pour le moment la position donne pas grand chose, on est à quoi, plus 30. Plus 30%, c'est du levier 20, donc on s'attend pas à ce que ça bouge aussi vite que la position qui est prise sur Bitcoin. Mais bon, si ça devait se retourner, pour le coup, on serait bien, on aurait un très bon point d'entrée pour être dans ce train-là. Et globalement, quand on regarde également la structure sur Ether contre le dollar, c'est un joli point de rejet aussi, je trouve. Donc ça vaut le coup, pour le coup, de dérisquer cette position un petit peu, même si on n'est pas dans un énorme profit, tout simplement parce que le risque c'est de refaire quelque chose comme ça. Il y a un petit peu de liquidité en plus ici en dessous. C'est pas excessif, il y a beaucoup de liquidité en hausse sur Ethereum, mais le funding est neutre.
Donc, comment dire, la difficulté, c'est que sur un funding neutre, vous avez des bonnes chances que finalement tous les shorters qui sont censés être dans ce train-là, une bonne partie en fait finalement soit sortie hein, et pris profit hein, sur soit des hedges et soit tout simplement des comment dire, si on avait un funding qui était extrêmement négatif suite à cette action de prix qui a été quand même extrêmement négatif sur Ethereum, je serais plus rassuré. Maintenant, quand on voit que le funding reste positif, voilà, on peut se dire que les shorts ont quand même très massivement. Alors il y a du short de position hein, qui reste là, du reliquat probablement, comme je vous expliquais tout à l'heure, mais malheureusement le funding ne plonge pas malgré cette très belle plongée du prix. On n'a pas un funding qui plonge, on a à la fois des gens qui essayent de choper un couteau, hein, et c'est mon cas, il n'y a pas de souci ici, il n'y a pas de problème à le dire. En général, quand vous faites du trade de position, quand vous essayez d'avoir du trade de position, c'est quand même plutôt conseillé d'essayer d'attraper un couteau qui tombe, parce que sinon vous aurez du mal. Mais voilà, globalement, est-ce qu'on reste dans ce biseau, par exemple, sur Ethereum? Également, est-ce que ça, c'est l'impulsion? Est-ce que ça, c'est le côté correctif? Est-ce que je vais avoir une impulsion supplémentaire? Deuxième question. Troisième question, est-ce qu'on reste dans ce biseau descendant ici? Ce qui voudrait dire qu'à un moment donné, on reviendra retester 1950, mais que voilà, pour le moment, c'est pas fou ce qui se passe, d'accord? On est vraiment pas... on a un Ether qui, certes... alors, je crois qu'il tient le 1 heure en bas, là, ici. Ouais, à peu près, on va dire ça comme ça, ouais, il est quasiment tenu, on va être obligé de le diminuer un petit peu, mais on va lui donner quand même le crédit du... Donc voilà, le 1 heure ici a à peu près tenu hier soir. Et voilà, on est sur une zone un petit peu passible de rejet, puisque sur distribution, certes, ça on peut l'enlever. On peut oublier, je pense aussi, on en avait parlé hier, cette idée d'un triangle ascendant, sauf s'il est beaucoup plus grand, d'accord? C'est-à-dire tenir l'accumulation qui est ici. D'accord? Et là, pour le coup, c'est-à-dire faire quelque chose comme ceci, ok? Maintenant, étant donné qu'on a perdu l'accumulation ici, je pense qu'on peut mettre de côté cette idée d'un triangle ascendant en figure de bottom pour le moment. Voilà un peu l'idée. Le 4 heures qui résiste, il est là. Le 1 heure qui résiste, il est là. C'est grosso modo un range sur une structure descendante. Tout ça a l'air correctif maintenant. Pour le moment, pas d'accélération, pas de cassure. Donc, on verra. Quand on regarde, je trouve en tout cas, qu'est-ce qui a un aspect quand même impulsif? C'est peut-être plutôt tout ce qui va vers le bas. Donc, attention à ça sur Ethereum, où tout ce qui va vers le bas a l'air très sharp, et tout ce qui va vers le haut a l'air plutôt correctif. Donc, on est certes sur une correction baissière. Hein, de toute façon, quand vous avez une correction baissière, vous avez ce caractère plus impulsif de ce qui va vers le bas plutôt que l'impulsivité de ce qui va vers le haut. Maintenant, ce que vous voulez voir ici, c'est une cassure, accélération, c'est-à-dire short squeeze de ça déjà. Et là, ça vous donnera un petit peu ce caractère impulsif de bam, je dégage de là. Typiquement, je viens couvrir cette imbalance, je viens faire du volume un petit peu au-dessus de cette résistance et je m'affranchis un petit peu de toute cette histoire. Et encore une fois, à minima, ça ne me paraît pas insultant sur Ethereum de viser 2050. Si vous voulez, je l'ai mis, attention ici. Donc voilà un peu l'idée. On va voir si c'est ça qui se met en place. Je pense encore une fois ici que le fondamental va être prépondérant. Je pense aussi qu'on rentre en week-end, donc il va probablement y avoir un petit peu de prise de liquidité. Maintenant, en général, les week-ends sont plutôt à plat. Parce qu'il n'y a pas l'argent des institutions. Maintenant, les 2 derniers week-ends, on a eu des grosses prises de liquidité. Il y a 2 week-ends de ça, c'était prise de liquidité vers le haut, avec l'annonce de Trump de la réserve stratégique, etc. Et puis finalement un petit peu pétard mouillé la semaine suivante. Et le week-end d'après, c'était plutôt une prise de liquidité vers le bas. Donc ça fait 2 week-ends qu'on me fait mentir. Si je devais choisir pour une prise de liquidité ce week-end, on va choisir l'alternance, c'est-à-dire peut-être une prise de liquidité vers le haut, une news ou quelque chose qui renvoie un petit peu Bitcoin à casser vers le haut. Mais voilà, pour le moment, ça reste quand même... Vous avez 3 chances en fait, hein. Soit ça monte, soit ça baisse, soit ça se balade en crabe. Je pense que si on fait la statistique de tous les week-ends, on est quand même plutôt sur des week-ends qui se baladent en crabe en général, avec très légèrement de la baisse en fin de week-end pour finalement se reprendre. En tout cas, c'est je trouve, moi, de manière empirique, ce que j'ai plutôt l'habitude de vivre sur les week-ends, c'est-à-dire pas de prise de liquidité en l'occurrence. Ce qui remettrait en cause ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt un week-end où ça se balade en crabe, avec une très légère baisse à la fin, pour sortir les longueurs du week-end. Hein. J'ai toujours commencé la crypto, en tout cas, c'était le cas, je trouve, 2017, 2018, 2019, énormément.
où finalement vous alliez plutôt acheter vos cryptos un dimanche soir, notamment les alts, etc., parce que vous avez des plus belles opportunités que si vous y étiez allé le vendredi matin, d'accord ? Le total 3. Le total 3. Et voilà, cette idée d'acheter le dimanche soir est de moins en moins vraie, je trouve, depuis qu'il y a les institutions. Mais voilà, ça commence, c'était quand même un précepte dont peut-être on a du mal à se débarrasser. Total 3, eh bien, c'est en train de se reprendre très légèrement. Un peu la même histoire, je trouve. En tout cas, si je devais y trouver quelque chose d'intéressant, c'est que on a une forme de momentum à la vente, une distribution qui se fait comme ça, et qui peut-être est en train de se casser. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si jamais on était descendu sous forme d'élargissement, c'est pas fou là, hein. Voilà, on a plutôt ça quoi. Non, je trouve que c'est pas fou comme ça. Voilà, peut-être plutôt un biseau, mais non, c'est pas incroyablement. Pour le moment, c'est plutôt un canal, je trouve. Voilà, on va voir ici comment ça se met en place. Pour le moment, en tout cas, l'idée c'est qu'on a réussi à casser. Ici, ça a bien accéléré quand on casse la distribution, hein, d'accord ? On est là en 4 heures, ça a bien accéléré comme on voulait, et puis derrière, ça se reprend, ça revient reperdre le bas. Je pense qu'il faut surtout pas perdre ça, hein, les 20% de dominance. Et je pense que, d'une certaine manière, ce retracement ici est plutôt mignon. Et plutôt, voilà, peut-être est en train de prendre un caractère impulsif. En tout cas, on va voir. Pareil, hein, c'est un peu la même chose. Là où on est sur, ici, plutôt une correction haussière, en tout cas, il semblerait. Si c'était une correction haussière, vous voyez que c'est très impulsif vers le bas. D'accord ? Paf, paf, paf. Et bon, alors là, c'est impulsif vers le haut, hein, notamment sur cette bougie-là, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ici, c'est pas très impulsif, je trouve. Ici, c'est pas très impulsif non plus. Et là, on va voir. Donc, cette idée, voilà, de correction haussière là-dedans. Oui, mais non, d'accord. Ce serait plutôt, la correction serait plutôt là. Et là, maintenant, j'aurais plutôt une impulsion qui va suivre. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Donc à voir, la question étant, bien sûr, est-ce que je fais ça et une impulsion supplémentaire, sous-entendu, j'ai des algues qui vont souffrir, ou alors est-ce que je suis en train de me reprendre et je vais pousser beaucoup plus haut. Faut bien comprendre que ici, vous avez un total qui est quasiment sur les niveaux de novembre 2024, puisque on a eu cette très énorme ici correction là qui nous a ramené à la maison, hein, d'accord. Donc ça, attention à ça. On a une très jolie all season ici, mais derrière énorme correction. Et puis là pour le moment, on va dire, s'il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas d'all season comme ça, hein, d'accord. Et c'était un petit peu ce qu'on avait vu là-dedans, où la pente était déjà beaucoup plus forte que ce qu'on a là. Là, ici, il y a une belle accélération que pour le moment, on n'a pas. Et je dirais à minima ne pas perdre ce côté-là. Non, en fait, globalement, on aurait pu espérer une all season si on gardait l'accumulation qui était celle-ci. Là, l'espèce de parabole qui aurait pu rentrer là-dedans. Là, désormais, on se base sur autre chose, quoi. C'est-à-dire quelque chose d'un petit peu plus long dans le temps ou autre. L'idée aussi ici, je pense que c'est pour le coup, autant Bitcoin on n'a pas trop besoin, autant les altcoins ont probablement vraiment besoin d'une baisse des taux supplémentaires pour que ça reparte. Ça pourrait être intéressant, je mets en pause une seconde, je vous prépare une petite. Voilà, donc pour étayer mes propos par rapport au taux d'intérêt, ici vous voyez des altcoins qui diminuent alors qu'on a une hausse des taux d'intérêt, d'accord. Ensuite vous voyez que pendant la pause, les altcoins se reprennent légèrement à la hausse et que cette diminution ici des taux d'intérêt provoque finalement le rallye que je vous montrais tout à l'heure. Derrière, on est en ce moment sur une pause et c'est ce qui marque un peu la correction suivante. Parce que plus ou moins on savait avant que Powell allait poser ici, hein, au niveau des datas, ça paraissait clair qu'il allait poser, notamment dans ces eaux-là, d'accord. Donc voilà, c'est pas une totale certitude, hein, encore une fois, il y a des choses qui se mettront pas forcément, peut-être pas exactement en place comme on voudrait, mais il y a de la bonne data en ce moment, je trouve, sur l'inflation. À part les tarifs, sinon il y a de la très bonne data sur l'inflation. Et je pense que on n'est pas très loin. Je pense qu'il y aura des baisses de taux cette année. Je peux me tromper, mais je pense que ça sera le cas. Et je pense qu'on n'est pas très loin d'en avoir, peut-être au mois de mai. Le marché se mettra, le price sera avant, et si jamais c'est le cas, on verra une accélération, hein, là-dessus. C'est-à-dire que
typiquement, on verra ce momentum-là accélérer fort, 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 d'accord, et venir potentiellement prendre ces niveaux-là. Si c'est le cas, ça serait bien qu'on sorte de ce côté correctif ici, là-dedans, hein. Pour le moment, on vise juste déjà les 27% de dominance. Si on en sort, en revanche, et qu'on arrive à casser, finalement, vous avez un très beau W de retournement qui vous emmènerait, je pense, sur la zone des 37-38% pour les alts. Sachant que dans un gâteau qui grossit, 37% sur les alts veut dire sur les capes intéressantes sur lesquelles vous avez pu rentrer, des très très hauts niveaux, bien sûr. Donc le risque, finalement, il est de faire ça. D'accord. Et le reward, la possibilité, elle est de faire ça. Ok. Donc c'est à peu près 1 pour 1 en fait, hein, finalement, quand on regarde en termes en tout cas de chiffres de dominance par rapport au prix actuel. 21% ici, on est à 22%. On peut aussi bien aller à 12, donc perdre 10%, que monter à 34-35, ce qui veut dire gagner 10%. D'accord. Maintenant, il faut bien comprendre également que comment expliquer ça ? Un pourcentage à la baisse, ici, pardon. À partir de là. Moins 40. Et à la hausse, plus 40. En termes de... En paire dollar, vous perdriez probablement plus à ce qu'on aille à 12% plutôt qu'à ce qu'on monte à 34-35. Encore une fois, ça dépend de ce que vous picorez, hein, comme altcoin. Il y en aura qui performeront ou surperformeront bien plus que d'autres. Les news. La famille Trump qui visiblement serait intéressée pour prendre un petit peu de thune dans Binance. Globalement, il semblerait qu'ils aient plus ou moins terminé la vente de leur token là, sur World Liberty Freedom, je sais pas quoi. World Liberty Finance, eh bien, ils ont quand même raise 500 millions en tout pour l'instant, donc c'est de l'argent gratuit, hein, tout ça. Plus le même coin, etc. Voilà, pourquoi ne pas aller foutre un petit milliard dans Binance, pourquoi pas. Et en plus, visiblement, CZ voudrait peut-être obtenir un pardon présidentiel. Délit d'initié ou pas, oui, bien sûr. Bon, au moins c'est dit, hein, d'accord, par rapport à Nancy Pelosi, où elle a des moves légendaires et que elle gagne plus d'argent que tous les hedge funds à Wall Street, et avec un salaire de 300 ou 400 000 $ par an, elle arrive à avoir 70 millions de net worth. Bon, là, en l'occurrence, au moins c'est dit. Il y a des conflits d'intérêts énormes, bien sûr, qui risquent de... Enfin, il va falloir que je pense que les avocats de Trump planchent un petit peu là-dessus, d'ores et déjà. Poutine qui dit que la Russie est d'accord pour un cessez-le-feu. Alors, c'est beaucoup de foutaise, tout ça. J'en parlerai après. Ou non, j'en parle maintenant. Globalement, déjà on parle d'une trêve de 30 jours, hein, c'est pas un cessez-le-feu. Deuxième chose, c'est que je pense que Poutine va la refuser, parce qu'il est tout à fait dans les bonnes conditions pour négocier. Il vient de récupérer visiblement le saillant sur Koursk. Voilà, on voit très bien qu'il est dans les très 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 bonnes dispositions pour négocier, et que donc il va pouvoir imposer une partie quand même de ce qu'il veut faire. Maintenant, vous allez me dire, Trump, il est en train de courber les chines par rapport à Poutine, etc. et tout ça. Non, il a l'ascendant sur la ligne de front, Poutine. Donc, ça veut dire que déjà, il a été meilleur. Hein. Et c'est aussi ça qui fait que quand vous négociez bien mieux. Trump va essayer de poser des conditions pour récupérer des bouts d'Ukraine. Et je pense pas que Poutine va faire une croix sur les buts de guerre du départ, qui était démilitarisation. Donc penser que Macron et la Grande-Bretagne pourront envoyer et laisser des troupes sur place, non. Parce qu'il y aura de toute façon statut de neutralité de ce qui reste de l'Ukraine, et ce qu'ils appellent la dénazification, en l'occurrence, qui est plus ou moins, en tout cas, l'oubli de tous les bataillons typés un peu Azov et toutes ces choses-là, sous-entendu, où le sentiment anti-russe est très fort, hein, d'accord, puisque il y avait une partie de l'Ukraine, et c'est une vérité quand même, on peut pas le dénier, on peut pas le renier, une partie de l'Ukraine, une partie de l'identité de l'Ukraine, c'était basée sur une collaboration avec les Allemands, hein, finalement, au moment où, avec Bandera et toutes ces choses-là, effectivement, où à ce moment-là, l'Ukraine n'ayant pas énormément
de possibilité de se faire une histoire, avait retrouvé dans cette histoire-là, dans l'histoire du moment où les nazis étaient finalement rentrés en Ukraine et qu'une partie de la population avait été justement pro-allemande, avait retrouvé des racines historiques là-dedans. Hein. Et on peut pas le renier que c'est effectivement Bender était un nazi et il y a eu énormément de symbolique nazie qui a été utilisée, notamment dans le parti Svoboda, qui a été un des grands partis derrière en Russie après Maïdan, après 2014, avant s'appelait Parti national socialiste, donc nazi, parti nazi ukrainien. Donc il y a des choses qu'on peut pas renier, on peut pas ne pas les voir. Et le fait qu'on s'est allié avec ces gens-là, une partie en tout cas, il y a eu des coalitions qui ont été faites et nous on n'a eu aucun problème à s'allier avec eux pour des histoires de gaz, des histoires et autres, ou autre chose, est un fait, c'est quelque chose que l'histoire retiendra, ou en tout cas ceux qui connaissent réellement l'histoire. Et là, vraiment, il y a une question pour les Occidentaux qui est de se dire comment est-ce qu'on arrive à sauver la face. Notamment, la semaine dernière, on l'a vu, la petite altercation entre Trump et Zelensky. Tout ça fait partie d'un plan pour sauver la face, effectivement. Discréditer Zelensky, ensuite il vient s'excuser, ensuite on revient, etc. Donc tout ça fait partie plus ou moins d'un plan qui sera de dire, écoutez, regardez, à la fin, on accepte les buts de guerre, finalement, de Poutine. Ils savent très bien tous ce qu'ils veulent, ils se sont déjà parlé, ils se sont déjà dit, voilà, moi là-dessus je ne bougerai pas, etc. En fait, également ceux qui ont vu la conférence de Poutine, parce que j'espère que vous regardez ces choses-là et que vous allez enfin qu'au moins vous ne pompez pas et vous ne sucez pas soit du LCI, soit des tweets, hein, tout simplement. Mais en gros, quand on voit la conférence de presse, qu'est-ce qu'il dit Poutine ? En fait, on lui pose une question anodine, hein, d'ailleurs. Il développe énormément. Il répond vraiment pas mal de choses. Moi, je trouve que c'est une politesse. Il renvoie une politesse à Trump, déjà, d'une manière générale, de dire on le remercie d'essayer de faire la paix, mais que globalement, d'une manière assez intelligente, en fait, il dit à tout le monde d'aller se faire foutre. Hein. C'est-à-dire qu'il dit comment est-ce qu'on fait pour le saillant de course, que justement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on leur rend parce que là, ils vont faire un paquet de prisonniers. Est-ce qu'on leur rend ces prisonniers-là ? On leur laisse, parce qu'en fait ils ont fait une tenaille, hein, à un moment donné, les mecs sont un peu bloqués là en ce moment. Est-ce qu'on les laisse passer au compte-gouttes ? Est-ce qu'on leur rend leurs armes ? Est-ce qu'on les fait prisonniers et on les échange contre quelque chose ? Donc ça c'est une première question. Deuxième question, c'est qu'en est-il des buts de guerre, etc. Et enfin, ça pour le coup il le dit pas, mais quand vous regardez une carte plus ou moins de l'Ukraine quand même, vous voyez qu'au nord, au sud encore, il y a le Dniepr, hein, pour faire vraiment une vraie frontière naturelle, et on va dire des petits no man's land, etc. La Russie n'acceptera pas, et ce d'autant plus que... et du coup, on peut se poser la question, étant donné que maintenant, on considère qu'ils vont perdre. Hein. C'est presque une reddition qui est en train de se faire, là, je sais pas si vous le voyez, mais on parlera de cesser le feu, et on parlera de sauver l'Ukraine, entre guillemets, à la fin, pour sauver la face. Mais en soi, l'Ukraine est en train de perdre cette guerre, hein, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Globalement... pas de frontière naturelle au nord, donc comment on fait ? Et il est quasiment sûr, étant donné l'incursion à Koursk, que les Russes vont demander une zone totalement démilitarisée et surveillée sur le nord de l'Ukraine. Donc, donc tout le nord, hein, je parle toute la région de Soumy, etc., toute la région qui tout simplement était en contact avec Koursk, pour éviter que ça se reproduise à nouveau. Donc ça pose vachement de questions, et probablement que ce que va demander Poutine dans ces termes-là va être inacceptable par les Occidentaux. Donc pour moi, cette trêve de 30 jours, elle n'est pas encore gagnée. On va voir ici encore une fois comment tout le monde va répondre. Et je pense qu'on aura une puce à l'oreille si jamais Trump commence à s'énerver sur Poutine, qu'on a des tweets ou des choses comme ça, un peu dans le délire de ce qu'il avait fait avec Zelensky, s'il commence à y avoir un petit peu que ça s'échauffe un peu déjà entre les deux, en disant vous regardez, il veut pas négocier, etc. On saura que c'est quand même plus ou moins la merde. C'est-à-dire que voilà. Et par contre, un silence de Trump total sur ce que dit Poutine, etc. Et en disant la balle est dans son camp et que les choses restent extrêmement cordiales, à ce moment-là, voudrait dire que ça négocie bien et que c'est plutôt en train de bien se passer. Encore une fois, pour moi, ce qui est en train de se passer là actuellement, c'est une reddition, c'est-à-dire que l'Ukraine a perdu cette guerre et ils sont en train de voir un petit peu comment ça peut se goupiller. Je pense que la difficulté ici, c'est de savoir qu'est-ce qui reste de ce qui n'est pas conquis au niveau des oblasts dont voulait Poutine. Odessa, grosse question aussi, est-ce qu'on laisse un accès à la mer à l'Ukraine ou pas, à la fin ? Et voilà. Il est
est probable également que les choses continuent dans des négociations un peu plus lentes, mais que Poutine derrière appuie sur le bouton pour essayer de conquérir finalement les zones. Le front est peut-être en train de s'écrouler, hein, ici on l'a vu avec Koursk. Donc Poutine n'a aucun intérêt à s'asseoir maintenant à la table des négociations alors que le front est potentiellement en train de s'écrouler. C'est ça qui me paraît un petit peu difficile. Par contre, gagner du temps, il peut le faire, et c'est plus ou moins ce qu'il fait, je trouve, en disant, mais tout à fait, on est ouvert complètement, pas de souci. Par contre, il y a des questions auxquelles on va répondre. Si derrière le front est en train de s'écrouler, il va s'écrouler. Donc, imaginez-vous que vous savez que votre pays va négocier un cessez-le-feu, que vous êtes dans les tranchées ukrainiennes. Est-ce que vous avez envie de tenir le front? Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous savez que de toute façon, si vous mourrez dans ces jours-ci, ça ne sert à rien? Il y a vraiment tout un aspect aussi, parce que les gens souvent réfléchissent à... Il faut se mettre dans les baskets d'un gamin ukrainien qui est dans les tranchées en ce moment, qui sait que son pays va négocier, qui sait que de toute façon il est en train de se battre pour pas grand-chose. Et là, il y a quand même aussi... Quand votre pays commence à dire on a perdu un intérêt, où devient l'intérêt, où reste la fierté, voilà, quelles sont les choses pour lesquelles vous avez envie de vous battre, de continuer à manger de la boue et à risquer votre vie. Hein. Il y a des questions comme ça, des fois il faut se mettre un peu dans les godasses, en tout cas je trouve, de celui qui fait la guerre, parce que pour le coup on parle pas juste d'intérêt, on parle de gamins dans des tranchées. Les outflows ETF, 135 millions en sortie hier et 73 millions en sortie, c'est beaucoup hein, sur Ethereum. Comprenez que Ethereum qui sort 73 millions sur la sortie, c'est beaucoup. Derrière, ça a probablement agi un petit peu sur le prix, hein, puisque à un moment donné, bien sûr, les ETF spot doivent acheter OTC. La Russie qui utilise beaucoup Bitcoin et la crypto pour passer autour des sanctions et puis pouvoir faire du commerce, principalement pétrole, hein, avec la Chine et l'Inde. Bah ouais, c'est cool, c'est exactement ce pourquoi a été prévu Bitcoin, c'est-à-dire une version décentralisée de l'argent, que personne ne peut censurer et bloquer. Typiquement aussi, chacun peut participer à la protection du réseau par ses mineurs, et typiquement également... on ne peut pas arrêter la blockchain, d'accord? Même si vous coupez l'électricité partout dans le monde, si vous remettez l'électricité à un moment, ça repartira, le système repartira. Donc, si vous coupez Internet, même chose. Donc voilà, Bitcoin est une forme plus ou moins parfaite d'argent, en tout cas pour le monde qui arrive. Maintenant, est-ce qu'il va make it ou pas? On ne sait pas encore, mais c'est un très beau pari en tout cas. Et également, bien sûr... ça représente quand même en partie l'impossibilité pour les États de battre monnaie. En tout cas, voilà. Je regardais hier une interview de Tim Draper, qui est un bitcoiner depuis très très longtemps, qui est un gros investisseur et qui est rentré sur Bitcoin depuis assez longtemps maintenant, qui avait plus ou moins prédit le passage de 3 000 à 10 000 $, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a de ça quelques années, 6-7 ans. 6 ans, ouais. Et globalement, Tim Draper disait ça commence à devenir complètement inutile de comparer Bitcoin au dollar, et il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à le comparer à une douzaine d'œufs. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire que, surtout depuis 2020, hein, depuis qu'on a imprimé comme des cochons, ça commence à être intéressant de tout simplement regarder comment se comporte Bitcoin par rapport à... J'avais posté une chart sur le concentré de soupe Campbell. Je sais pas si j'arriverai à la retrouver. Voilà, intéressant aussi, super intéressant, moi je trouve ce genre de chart. Vous voyez ici tout le donc ça c'est vous savez le concentré de soupe Campbell, c'est notamment ça avait été dans la culture pop par Warhol, ça avait été repris comme une œuvre d'art, hein, voilà. Et globalement c'est un truc qui existe depuis le Far West, quoi, hein, quasiment 1900. Et globalement, ici, on voit toute cette période, jusqu'à 1971, où le dollar est baqué sur l'or, et on voit que finalement, en dollars constants, quasiment, un concentré de soupe Campbell, ça reste 10 centimes, d'accord? Vous le voyez ici sur la charte. Puis on voit la non-convertibilité du dollar en or, où finalement, voilà, le prix est en train de partir de ouf. Ici, on voit crise de 2000 et crise de 2008. Bref, tout est lisible sur cette charte, c'est super intéressant. Ensuite, on voit quand même une certaine accélération en 2008, quantitative easing, etc., etc. Et puis, on voit aussi l'énorme accélération, donc là, ça part littéralement en parabole, en 2020. Et celui qui, à ce stade-là, pourra tenir l'idée que l'inflation n'est pas fonction de la masse monétaire en circulation, je pense qu'il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude et que on est vraiment ici sur quelqu'un qui est totalement stupide, d'accord? Donc là, on voit cette inflation galopante et on a, pour le coup, une étude sur 125 ans.
sur un produit qui est le même, c'est-à-dire on a le même packaging, on a les mêmes, enfin voilà, c'est typiquement exactement, c'est iconique d'ailleurs à quel point le concentré de soupe Campbell n'a pas changé de packaging depuis énormément de temps, d'accord. On revient sur les news, excusez-moi pour ce petit aparté. Et puis là, alors allez voir si vous voulez, globalement, c'est une explication de Trump de justement cette idée de masse monétaire en circulation et de productivité de l'économie. Voilà, ces choses-là sont super intéressantes. Et après, qu'on le veuille ou non, moi j'aime bien Elon Musk, mais on peut ne pas l'aimer, mais en tout cas, ce qu'il dit là, c'est une sorte de vérité intrinsèque, c'est un petit peu, je t'explique l'inflation pour les débilos, quoi. Mais globalement, il explique très bien, voilà, c'est vraiment très bien fait. Profite pour vous dire de mettre un like. J'oublie de le faire à chaque fois en début de vidéo, c'est quand même plus productif si c'est le cas. Mais voilà, mettez un like, abonnez-vous, éventuellement venez regarder en lien sur la vidéo, dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens qui peuvent vous permettre d'aider la chaîne. Et voilà, n'hésitez pas. Génération Xanax, ici on passe. Mika et son hécatombe catastrophique, oui. Régulation à outrance du côté de l'Europe. Et puis World Liberty qui raise 500 millions. Le Sénat qui prend une première avance, oui, je crois que c'est passé devant la commission bancaire, si je me trompe pas, donc le stablecoin bill, qui sera avant août, on l'a dit, il y a déjà une prochaine échéance, grosse échéance en avril là-dessus, et ça sera bien évidemment extrêmement important de pouvoir réguler qu'est-ce que vous pouvez faire avec des stablecoins exactement, etc., etc. Globalement, il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont déjà plus ou moins votées. Je pense que il va y avoir principalement ici, en fait, on va se retrouver sur à peu près la situation actuelle. C'est-à-dire, si tu veux faire du stablecoin, tu achètes tout simplement du bon du trésor et tu te tais. Donc, il y aura nécessité d'avoir des Merkle Tree et ce genre de choses, et de prouver, de donner les numéros des bons du trésor que vous prenez, etc. Toutes ces choses-là. Voilà. Les tarifs qui touchent des biens critiques. Les tarifs, c'est les droits de douane. À quel point le Middle East, donc le Moyen-Orient, est à l'abri de la guerre du commerce actuel. Et puis voilà, globalement, rien du tout sur les news. Bien sûr, la prochaine échéance, ça sera mercredi avec le FOMC. Il y aura bien sûr une vidéo dédiée là-dessus. Les liquidations. 191 millions, c'est que dalle par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On est en semaine en plus, donc c'est vraiment pas grand-chose. Bon, le prix a plutôt fait pas grand-chose hier non plus. 47 millions longues et 27 millions short. Intéressant parce que pour moi, on a eu une action de prix qui était... on est allé un peu dans les deux sens si on compte 24 heures. 114 millions longues et 77 short. On va regarder juste vite fait ici. Depuis les dernières 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour moi, on va regarder ici. Oui, on a été plutôt haussier sur les dernières 24 heures, donc vous voyez, ça c'est relativement étonnant qu'on ait liquidé plus de long que de short. Je regarde la grosse image, on n'est pas en train ici encore une fois, de refaire le monde, mais c'est quand même intéressant de voir que on liquide plus de long que de short. Donc le sentiment est très longueur, c'est ça que ça nous dit. Ce qui est pas bon, d'accord. Ce qui est pas très bon, ok, on n'est pas... carnet d'ordre, il n'y a rien, d'accord, on va pas développer là-dessus. Les marchés en levier, on n'avait rien rajouté ici, globalement, il y avait un petit peu de short là, mais il a été sorti. Il y a un tout petit peu de long ici, j'ai l'impression, sur la fin de structure. Donc on va mettre un niveau ici. Je pense qu'on peut le mettre en trétillé, parce qu'il n'est pas ouf, mais il est là. Et en rouge, puisque c'est du long, bien sûr. Et là, il semblerait qu'on se dirige vers ce point-là. À voir. Si ça casse 84, pour moi, ça va à 86 sans trop de problème. Là, on avait du short, vous l'aurez compris. Ici, on est en train d'aller... sans trop de problème, maintenant, à voir si ça casse 86, déjà. 84, pardon. Las liquidaciones.
Eh bien, sur la une semaine, on est venu prendre un point ici. Il y a effectivement... Alors, lui, pour le coup, il va pas beaucoup de liquidité, hein, sous 80. Là, on avait pris de la liquidité au-dessus de ça. Et voilà, c'est pas ouf non plus, ce qu'il y a à prendre au-dessus. Maintenant, on voit que sur la une semaine, cette box de 84 à 86 dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a laissé intacte une box que j'ai notée sur la chart, hein, entre quand même 79 et 78. 78 serait un bon point d'entrée, je pense, parce que la weekly serait nettoyée, surtout si on y va en plonge revient. Maintenant, ça voudrait dire que 84 se défend, hein, d'accord? Si 84 se défend, 78 est une bonne target. Sur la liquidité un peu plus fraîche, bah, vous voyez qu'on a bien nettoyé d'ores et déjà ce qui se passait sur 24 heures, d'accord? Sur la 24 heures, on est déjà en haut de quelque chose qui voudrait peut-être faire penser, en tout cas sur la fraîcheur, hein, de la liquidité, à un éventuel retracement. Et ici, on voit que dorénavant, sur 12 heures, on a bouffé ce qui était en haut aussi. Ce qu'on veut maintenant, c'est que le sentiment shorter se réveille énormément sur zone. Là, pour le moment, on n'a pas l'impression que c'est le cas. C'est-à-dire que si c'est le cas, vous verrez un prix qui monte et un funding qui descend. Pour le moment, c'est pas le cas, ok? Donc tac, est-ce qu'on fait un tour sur la 3 mois? On reste sur des zones aussi, hein, et ça je l'ai déjà expliqué en début de vidéo, mais où le funding est relativement neutre. Étant donné l'action de prix qu'on a eue, moi j'aurais préféré qu'on reste négatif, hein, pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'on accumule vraiment du short. On en accumule, hein, attention, mais... Voilà, pour le coup, étant donné ce contexte assez baissier, ça coûterait presque moins cher de venir pourrir un peu plus le marché encore et de venir prendre ce qui est en bas. En revanche, on voit ici que, imaginez que vous êtes sur un funding neutre, vous avez autant de monde ici que de monde ici, pour faire simple, hein. Après, je fais très simple parce que, en fait, et c'est ce que je montre souvent, il faut imaginer le funding est neutre. En gros, vous avez autant de monde ici, plutôt, avec tous les reliquats de position ensemble, que de monde ici. Aller 65 ici et aller à 73, je dirais sous 72, est possible, hein, d'accord? On est bien d'accord là-dessus que là, et en plus on s'en rapproche, et en plus on rajoute de la liquidité en dessous et tout, etc. 73 000 est très possible, ça reviendrait à retester toute la vallée qui est là. Donc c'est possible, il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? Et nous on essaye plutôt de se dire, bah, si on n'y va pas, on veut quand même être un peu dans ce train si jamais ça commençait à short squeezer plus haut, et à minima, de toute façon, il y a des jolies choses à prendre sur du retracement haussier, entre guillemets, déjà, de tout ça. C'est-à-dire, si là, déjà, je vais à 90, c'est très mignon, vous avez une position, je sais pas, avec le leverage compris, etc., à, je vais pas dire de chiffre, mais à 4-5 bitcoins. Comprenez bien que ici, si vous faites ça, pardon, décidément, il va falloir que je le rebouge. Je pense que j'ai tellement l'habitude d'aller cliquer sur... Voilà. Hop. Voilà, 10% sur 4-5 bitcoins. Déjà, vous faites un move de 35 000 $. Après, vous aurez des TP partiels ici. Mais voilà, vous comprenez ici un peu l'idée. Qu'il y a, ne serait-ce que sur un retracement aussi, il y a matière à prendre des trucs. Pour le moment, est-ce qu'on a une vraie structure de retournement? Si on prend 84 là, oui. Vous voyez ici que en 1 heure, la structure, alors là c'est en 1 heure, c'est plus du 4 heures en fait que je vous montre, la structure avait break ici. D'accord? Maintenant, ce qu'on veut, c'est une continuation de ça, donc il va falloir venir prendre ça pour avoir une structure qui est haussière. Ok? Voilà, pour retourner la daily, il va en falloir beaucoup. C'est-à-dire que le sommet majeur en daily, il est déjà à 94, 96, d'accord? Donc c'est vraiment... Déjà, quand vous cassez la trend, quasiment, vous avez quasiment cassé la structure en daily, d'accord? Donc déjà, c'est extrêmement... On est tellement, si vous voulez, péchu là-dedans, que la trend correspond presque à l'endroit où on vient faire le changement de caractère et le break of structure, d'accord? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va pas développer plus que ça. Concrètement, l'idée actuellement c'est... Je sais plus où était ma chart, mais... Celle que je vous ai montrée tout à l'heure en... Non, je pense qu'on était peut-être là-dessus. Voilà, l'idée pour moi elle est là, vraiment, et c'est celle que je vous ai montrée en début de vidéo déjà. Si on ne tient pas la zone qui est là,
c'est assez facilement là, là ou là qu'on va se retrouver, d'accord. Et limite, après ce rejet là ici, hein, des 96, le prix est quand même en train de nous dire pendant un petit moment je vais m'installer là-dedans, donc attention à ça. Sauf à dire qu'on récupère déjà pas mal de choses, si je vous le montre en weekly. Bah là tout de suite, hein. C'est-à-dire que en l'occurrence, peu de chance que ça soit le cas, hein, mais voilà. Vous avez ici le niveau weekly qui a été perdu et qui avait quasiment été défendu sur la semaine qui était là. Et ensuite, on a cette grosse prise de liquidité qui nous dit non, en fait, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, voilà, je ne tiendrai pas ce niveau weekly. Dommage, hein, parce que c'était super joli à ce moment-là. Pire semaine de toute l'histoire de Bitcoin, hein, en termes de perte dollars. Et là, pour le moment, on fait un nouveau plus bas. Et le prix, on est vendredi là, le prix ne semble pas revenir. Alors, sauf grosse annonce ce week-end, avant dimanche, mais j'y crois quand même pas de ouf. Même si il se pourrait que ça soit le cas, hein, et ça serait génial. Maintenant, il faut bien comprendre que, regardez, quand bien même j'arrive à faire une clôture autour des 94, ce qui reste possible, hein, encore une fois, puisqu'on a fait cette chose-là, regardez cette bougie-là, qui correspond à l'élection de Trump, hein. Pourrait avoir la même ampleur que ce qu'on aurait besoin de faire pour retourner là. Maintenant, il y a plusieurs choses. Déjà, il reste que 2 jours, si on doit se baser sur cette idée de tenir ce weekly-là. Et à un moment donné, il faut quand même être honnête aussi, à moins d'une énorme news, typiquement quand même, hein, aussi, la réserve stratégique ici, là-dedans, qui nous avait fait reprendre X milliers de dollars. Alors, je sais pas exactement... Il y avait sûrement eu un recoupement aussi avant ça, mais voilà, ça s'était fait en une après-midi. Hein. Donc ça reste des choses qui sont possibles. Le faire sans une news, je vois pas trop comment. Mais voilà, peut-être que la news va sortir aujourd'hui, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Peut-être pas. Voilà. Certains... Alors, est-ce que je parle de ça ou pas? Non, ça va être une vidéo trop longue, sinon j'en parlerai demain. C'est bien. J'en parlerai demain. Voilà. Bah écoutez les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et la question du jour, puisque j'ai pour habitude de poser une question à la con tous les jours, la question du jour, elle sera sur est-ce que vous croyez, tiens, dans ces choses un peu mystiques, type astrologie, ce genre de choses. Est-ce que vous croyez dans ces choses-là ou pas du tout? Il y a plusieurs approches sur le sujet. Personnellement, moi j'ai une approche sceptique, mais en même temps très factuelle et scientifique. C'est-à-dire que, par exemple, je considère que c'est pas très mystique comme truc, mais pour le coup, si jamais on est composé à X% d'eau chacun, et que la Lune est capable de faire monter ou descendre les marées, donc de bouger de l'eau, je vois pas pourquoi nous, on n'aurait pas une réaction physionomique aux pleines lunes et ce genre de choses. Voilà, ça me paraît normal que ça soit le cas. C'est presque... Après de dire les gens sont plus énervés, etc., je sais pas d'où ça peut venir. Quelle est la réaction physionomique exactement? Peut-être qu'un jour on aura la réponse et qu'on trouvera quelque chose de cartésien finalement pour expliquer le fait que les urgences sont plus ou moins pleines au moment des pleines lunes, etc. Hein, parce que typiquement, je crois qu'il y a une pleine lune, il y a une lune de sang ce soir. C'est-à-dire c'est une quasi-éclipse. Donc c'est une pleine lune qui va être théoriquement très jolie à regarder. Et voilà, donc ça je veux bien y croire. Après, voilà, juste dire c'est juste la lune, non, ceci, cela. J'aime bien quand il y a un peu une explication un peu cartésienne derrière. Et pour le coup, c'est plutôt vers ça que j'aurais tendance à me plier, à m'orienter en règle générale. Après moi voilà, je suis vraiment quelqu'un qui dit mon principal credo c'est de savoir que je ne sais rien, et c'est voilà, le agnostique, simplement regarder les choses, mais par contre rester quand même très cartésien et très sur ma manière de voir les choses.
Voilà, j'aime bien quand il y a un rapport cause-conséquence et que les choses sont plus ou moins claires dans ce sens-là. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Voilà, les vidéos sur la chaîne sont vraiment longues, donc pour le coup, le petit coup de pouce que vous pourriez donner en mettant un commentaire ou en mettant un like ou ceci, cela, enfin à chaque fois en ayant un petit peu ce concept d'aider serait extrêmement sympathique de votre part. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.